mon propos est surtout de verser quelques réflexions personnelles au débat en m'appuyant, donc, comme je l'ai dit, sur mon expérience et sur la consultation de quelques travaux récents en rapport avec le sujet. Alors, première chose, je ne veux pas parler de terminologie, ni encore moins d'épistémologie, je voudrais juste un peu mettre de l'ordre dans les termes. Dans les papiers, j'ai vu cohérence, j'ai vu coordination, et j'ai vu coordination des politiques économiques au sens strict, et coordination, c'est-à-dire des politiques budgétaires et politiques monétaires, et j'ai vu coordination au sens large, qui inclut les politiques industrielles, et je passe. Je voulais simplement dire que cohérence, pour moi, je n'ai pas consulté ni les Robert, ni les bouquins de terminologie. Cohérence, pour moi, est un terme général qui implique que les politiques économiques vont globalement dans le même sens. Ce qui veut dire qu'elles concourent de concert, même si c'est un pléonasme, concours et de concert, qui concourent ensemble à la poursuite des objectifs que se fixent les pouvoirs publics. Et j'aurais bien aimé que ce terme objectif apparaisse tout le long de toutes les études. C'est Omar Al-Aloui à la fin parlait des objectifs à haut niveau, j'y reviendrai. Et les politiques économiques s'entendent alors dans leur acception générale, à savoir des politiques strictement économiques, budgétaires et monétaires, mais aussi politique industrielle, politique commerciale, politique d'investissement, et au-delà, parce que la politique de la famille a des implications économiques. La politique, je ne sais pas, de l'immigration ou de l'immigration également, politique sociale également. Donc, c'est très très large. La coordination, pour moi, est un terme plus spécifique et qui s'applique à la recherche de concordance entre les deux termes de la politique économique stricto sensu, à savoir la politique budgétaire et la politique monétaire. Alors, dernière donc, précaution de style, parce que j'ai senti quelques relents de cette idée entre les lignes. Il y a l'illusion qu'il puisse y avoir une très bonne coordination ou une très bonne cohérence. Pour moi, il ne saurait y avoir de cohérence ni de coordination parfaite. Et donc, pourquoi l'enterrement, là aussi, j'aurais voulu qu'on parlât de la planification. Alors, l'enterrement de première classe de la planification dite centralisée et de son avatar centralisé à l'est et de son avatar, la planification dite indicative à l'ouest, a donc sonné le glas de l'idée, elle a fait la démonstration magistrale, alors même où les outils mathématiques et informatiques devenaient enfin en mesure de résoudre tous les problèmes techniques. J'en parle avec d'autant plus de nostalgie que moi-même, un ancien marxiste doublé d'un matheux, c'était le kiff total de m'occuper de planification. Et planification, Charles Bettelheim, Tim Bergen, qui est un prix Nobel, à l'époque prix Nobel qui a travaillé. Et les casse-têtes, c'est la cohérence. Et c'est des matrices à inverser, etc. Aujourd'hui, on inverse une matrice avec... alors qu'avant, il suffisait de changer un truc pour se payer tous les calculs, etc. Donc, ça n'existe pas. Et c'est dommage qu'on n'ait pas analysé cela. Parenthèse, le papier histoire, voilà les 4 phases. Très bien. Qui reprennent le fait Très bien. que nous sommes Très bien. Très bien. Très bien. Et il ne saurait y avoir non plus de coordination purement coopérative. Parce qu'à un moment, j'ai vu des tas de développements sur la préférence à la coordination coopérative, parce que il n'y a pas de coopération sans compétition. On est en concurrence, on est en marché, en concurrence, donc les gens coopèrent et se battent entre eux. Et même quand ils sont dans le même camp, vous avez le ministère des Finances et la Banque centrale, elles coopèrent beaucoup, mais elles se tirent dans les pattes beaucoup aussi. Donc, et c'est normal, parce que si chaque acteur ne joue pas son rôle à plein,
On peut pas avoir donc de solution optimale. Et la raison est toute simple, c'est la raison même qui a conduit à l'effondrement du communisme et du socialisme, c'est la liberté. La liberté est au cœur de l'action humaine, individuelle, comme collective, spontanée, comme organisée. Et cette liberté, elle rentre même au sein des appareils de l'État, enfin de toutes les arènes que tu as soulevées. Elle joue, c'est des réseaux qui sont reliés, mais qui jouent chacun son jeu. Et la résultante, personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Et le plus habile et le plus fort est celui qui sait l'influencer au maximum dans la direction qu'il veut. Dans la direction, c'est un peu comme quelqu'un qui manœuvre un bateau avec les vagues, avec le vent, etc. Il faut qu'il aille quelque part et il ne peut pas aller comme ça d'un claquement de doigts. L'illusion était que tout le monde allait se mettre au garde à vous, le vent se met au garde à vous, la mer se met au garde à vous et on va aller en ligne droite. C'est la planification dite centralisée qui a conduit à l'échec qu'on connaît. D'où la notion de pilotage. Là aussi, je n'ai pas entendu, peut-être que je suis pas, mais je n'ai pas entendu le terme pilotage. Tu as dit quelques termes qui signifient pilotage, qui signifie pilotage, mais c'est la question la plus importante et qui renvoie à la question centrale qui est celle de la gouvernance, à laquelle je reviendrai plus tard. Donc c'est précautions de style ou de terminologie étant évacuées, mais elles ne le seront jamais parce qu'elles nous rattraperont toujours. Au Maroc et globalement dans les pays en développement, dans les pays émergents ou les pays en transition, qui restent largement en deçà des conditions de fonctionnement d'un marché efficient, pour différentes raisons, pour les raisons que tu as citées, mais aussi pour d'autres raisons que se retrouvent dans les différents papiers, c'est que l'État est encore omniprésent dans l'économie. L'État est omniprésent dans l'économie, par l'investissement, par les subventions, par les restrictions, par tout, par les entreprises publiques, par les directives, etc. Et les deux éléments de politique économique, bien que très importants, ils sont importants. Et je rejoins Omar en disant que, bon an, mal an, j'y reviendrai à la fin, nous avons une politique économique, si tant est qu'on s'intéresse aux deux, plutôt, comment on dit, plutôt probante, plutôt à minima, enfin tu as dit low cost, j'aime pas le terme, à minima, oui, j'aime pas le terme, à minima, ça veut dire qu'on a sauvegardé l'essentiel, et c'est très très important. C'est essentiel, et même j'y reviendrai. Alors, bien que très importants, sont loin d'être les déterminants d'une politique économique efficace. Les investissements publics, les investissements de l'OCP ou de la CDG sont parfois plus importants que tout ce que peut faire la politique budgétaire ou même la politique monétaire. Exemple 1, je vais donner un exemple 1. Exemple 1. Pour ce qui est de la politique budgétaire, je voudrais démontrer que ce ne sont pas, même si ce sont des variables très importantes, elles ne sont pas déterminantes. À plusieurs reprises, des voix se sont élevées quand le Maroc avait ou était en crise, ou était en récession, ou avait une croissance insuffisante, ou était en but à un chômage important. Des voix les plus autorisées, hein, des économistes de haut vol, qui appellent pour une politique dite expansionniste. Ils disent, pourquoi, bon Dieu, vous voulez rester à 3%? Allez-y, foncez, lâchez du lest, etc. Il est évident que dans une situation où la compétitivité, y compris des entreprises, est ce qu'elle est, toute politique expansionniste ne peut bénéficier qu'à l'offre extérieure et ne peut absolument pas tirer la croissance si d'autres facteurs, la compétitivité des entreprises, etc., la qualité, beaucoup d'éléments ne sont pas. Donc,
Ce n'est pas, vous ne pouvez pas jouer sur les déficits, l'augmenter pour dire je vais l'augmenter puis ça permettra de faire repartir l'économie. La politique monétaire. À plusieurs reprises, des voix se sont élevées parmi des économistes autorisés et parmi des lobbies importants quand il y a des difficultés, par exemple dans le secteur textile, pour dire qu'est-ce qu'on attend, bon Dieu, d'évaluons. D'évaluons la dévaluation dite compétitive. Et ça permettra à nos marchandises d'être moins chères. Si vous dévaluez, que vos coûts salariaux sont importants et que vous n'avez pas à faire des choses en matière de qualité de trucs, vous vous cassez la gueule encore plus. Et donc, les autres variables sont beaucoup plus importantes que ces deux-là. Alors, et pour comparer, je donne le contre-exemple des États-Unis, la question du taux d'intérêt et de la sortie de crise, c'était un élément essentiel à aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars dit on va rester à zéro de taux d'intérêt parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et c'est accueilli par le marché et ça fait de l'effet. Les élections, à un moment, on avait l'impression que l'enjeu unique, il n'y avait ni Chine, ni terrorisme, ni Israël, ni rien, l'enjeu unique des élections, c'est la politique budgétaire. Est-ce qu'on augmente les impôts ou on diminue les dépenses? Donc, important élément, effectivement. Et là, c'est le contre-exemple. Troisième niveau donc, de réflexion, et là, j'en viens à l'évaluation, c'est un bien grand mot, hein, c'est un peu à la louche, une évaluation historique globale des politiques économiques. Ce sont, je te l'accorde, des politiques économiques plutôt à minima. Ce sont des politiques économiques dites conservatrices qui ont permis au Maroc de tenir la route contre vents et marées malgré ses faibles ressources et ses faibles capacités. La politique budgétaire de la réduction du déficit, dite des équilibres macroéconomiques, la réduction en particulier des déficits, est quelque chose qui nous a sauvés continuellement. Quand on s'en est écarté, dans l'année 1973-77, avec une politique hyper expansionniste, on l'a payé au prix fort. On l'a payé au prix de notre indépendance économique. Et au prix de plus aucun objectif. Il n'y avait plus moyen d'entretenir les routes. C'est-à-dire qu'on était menacé à ce moment-là, à titre d'exemple, parce que le patrimoine infrastructurel du Maroc allait être dilapidé complètement en quelques années parce qu'on s'est départi d'une politique donc de rigueur budgétaire. Même chose pour la monnaie. Le fait de s'être entêté à une politique de dirham liée au franc français, là aussi on l'a payé très cher, alors que le Maroc n'était plus en mesure de soutenir cette... On l'a payé très cher, qui s'est traduit immédiatement après par un glissement du dirham, qui est passé de 1 dirham égale 1 franc 10 à 1 franc égale 1 dirham presque 70. On est passé à 66, 70 à un moment donné, et tout cela, ça a donné lieu à quoi? Aux ajustements structurels. Donc... je dis que, alors c'est un peu comme si, ici c'est peut-être je reviendrai parce que je parlerai, il y a ici notre ami Abdelmouni Fouad, j'ai beaucoup utilisé un document important, une étude de la Fondation Abdelrahim Bouabid à laquelle il a participé, qui a été donc présentée en juin 2010. Le Maroc a-t-il une stratégie de développement économique? Et ça, l'une de leurs conclusions que je ne partage pas, c'est celle où ils parlent de politique très restrictive. Parce que c'est comme si vous disiez à un père qui est très pauvre, vous lui disiez pourquoi vous menez une politique aussi chiche, pourquoi vous êtes aussi parcimonieux. Mais parce qu'il est pauvre. Vous pouvez lui reprocher autre chose. Vous pouvez lui reprocher pourquoi vous n'allez pas. Vous restez, par exemple, vous travaillez comme porteur et vous n'allez pas essayer de faire quelque chose qui améliore. Mais vous ne pouvez pas lui dire pourquoi vous gérez de manière chiche votre... Donc, pour moi, ce n'est pas une critique recevable, du moins pas comme cela. Alors, donc...
Donc j'ai dit à chaque fois que le Maroc s'était il a payé très cher. Je parlais des politiques expansionnistes des années 73-77 et des ajustements structurels. Je pourrais parler aussi de la politique. Je ne parlerai même pas de politique expansionniste, de la politique économique laxiste, budgétaire laxiste de l'année 2011. On peut donner beaucoup d'explications, le 20 février, les trucs, printemps arabe, etc. Mais politique laxiste qui a mené le pays d'un déficit de moins de 2 à un déficit de 7%, et donc est mis de nouveau le pays dans le giron des ajustements structurels. On va utiliser la fiscalité. Ouais, d'accord, mais je ne dis pas. Réserve-toi pour. C'est mon objectif. Hein, mon objectif est d'expliquer. Alors, et donc. Et alors, ensuite, je crois que nous avons connu une période importante ensuite. Cette période importante qui a donné une certaine cohérence à la politique économique. Paradoxalement, les ajustements structurels ont permis réellement l'introduction d'une certaine cohérence de la politique économique au Maroc, ce que j'appelle la coordination sous contrainte extérieure. Tu as parlé de contrainte par le bas, mais la contrainte extérieure est très très importante. Et je souhaiterais, je le dis encore une fois, je l'avais dit avec force lorsqu'on discutait, j'étais le seul, lorsqu'on discutait du rapport du cinquantenaire, il est nécessaire d'analyser cette période au-delà des clichés convenus et au-delà des biais idéologiques. Beaucoup de gens balayent d'un revers la question des ajustements structurels en disant oui, on a mis de l'ordre dans l'économie, mais les déficits sociaux. Je pourrais affirmer, il y a une étude, une seule qui a été produite il y a longtemps sur le Maroc, je donnerai ma main au feu, que ce n'est pas des déficits qu'on aurait eu, mais la faillite totale du pays si les ajustements structurels n'avaient pas été menés comme ils l'ont été. Voilà. Et c'est ce qui a permis donc, de mettre les choses en ordre et réellement d'introduire une cohérence économique, faute pour les pouvoirs publics d'avoir eux-mêmes une vision et une stratégie. Ce que tu appelles les objectifs de haut niveau, parce que c'est cela que j'appelle moi de mes voeux. Alors, quatrièmement, dans un pays où les travaux de recherche ne sont pas légion, chaque tentative prise à part est méritoire. Elle le serait davantage si elle s'attachait à dialoguer avec d'autres essais de même nature. Et ici, je voudrais parler, je ne veux pas beaucoup revenir sur le rapport de cinquantenaire, qui n'a pas beaucoup été utilisé, et il y a des réflexions très, très intéressantes, au moins un peu la perspective historique, et je vous renvoie au rapport qui a été coordonné par Najib Laoufi sur justement la politique économique du pays. Mais bon, c'est un peu loin maintenant, ça date de 2005-2006, hein? Nordin, bien sûr. Le rapport auquel j'ai déjà fait référence de la Fondation Abdelrahim Bouhabid, le Maroc a-t-il une stratégie de développement économique? Et je vais citer in extenso 2 des conclusions. La première, il dit « L'adoption d'une stratégie nationale de développement économique au Maroc est freinée par 2 contraintes majeures. Une gouvernance économique dysfonctionnelle et un manque de culture économique flagrant, sur fond d'économie politique très restrictive, c'est ça que avec lequel je ne suis pas. Alors je dis, oui, je reviendrai sur la gouvernance économique, et là, le manque de culture économique flagrant, à en juger au moins par 2 choses. Dans toutes les politiques économiques, il y a très peu d'études d'impact. Très rares sont celles qui sont assorties d'études d'impact. Qu'est-ce qu'on recherche par telle politique industrielle Deuxième chose, il n'y a, pour ainsi dire, pas d'études d'évaluation ex post, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques. Deuxième conclusion, ce contexte, à notre avis, est suffisant pour expliquer l'adoption de politiques publiques ad hoc, souvent contradictoires, rarement coordonnées, et trahissant un manque de clarté quant à l'ambition économique nationale. Il est ainsi tout à fait logique que la performance économique du Maroc corresponde à cet état de fait, une croissance erratique, dépendante du contexte extérieur et de la pluviométrie, et en tout état de cause insuffisante pour projeter le Maroc sur une trajectoire de croissance de type asiatique permettant d'envisager la transformation du Maroc en pays à revenu intermédiaire élevé
en l'espace d'une génération. Alors, l'autre document, il y a un document aussi, mais à caractère plus qualitatif. C'est un document de l'IRES, en juin 2011. L'IRES a donc animé une table ronde qui s'intitule « La cohérence des réformes et des stratégies sectorielles au Maroc, quels effets sur la compétitivité globale ?» Il s'intéresse en particulier à cette histoire de coordination entre les politiques sectorielles, ou les projets, on les appelle les stratégies sectorielles. Et enfin, last but not least, c'est tout récent, l'Alliance des économistes istiqlaliens donc a animé une table ronde dont seuls quelques journaux se sont fait l'écho, la politique économique pour un changement de cap urgent. Il y a des réflexions très très intéressantes pour la situation, la conjoncture actuelle, et la recommandation, c'est un papier en particulier de Adil Doueri qui dit, dans la conjoncture actuelle, ce qui devrait guider l'action du gouvernement, ce n'est pas le déficit, c'est moins le déficit que le déficit de la balance des paiements, et de la balance de paiement en général, pas que la balance commerciale, parce que à notre époque, ce qui est significatif, c'est la balance des paiements, y compris la balance des capitaux. Si vous parlez à la Suisse de la balance commerciale, c'est ridicule, alors que c'est une puissance. Et là, c'est là que le marché. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'il bâtisse des capacités d'exportation à même de contrebalancer toute la recrudescence d'importation du fait de toutes les politiques de libre-échange à tous azimuts et non contrebalancés par... et il dit que il devrait y avoir, s'il doit y avoir une politique économique, elle devrait s'organiser autour d'objectifs, un petit nombre d'objectifs, mais tout, c'est ça, la cohérence. C'est un petit nombre d'objectifs globaux autour desquels tout doit... C'est ça qui assure. Et non pas, c'est pas les politiques sectorielles qu'il faut coordonner, c'est pas ça la donnée. Les politiques sectorielles, et puis on vient essayer de les mettre en musique. Au contraire, la partition... Et ensuite, on va faire jouer les uns et les autres la partition. Donc, un petit nombre. Alors, parmi lesquels, il dit, il est dans la période de difficulté actuelle, il faudrait que tous les efforts, d'abord, versent vers cette affaire d'exportation, et deux, en matière d'investissement, il ne faut plus engager de nouveaux investissements. Il faut terminer les investissements actuels, parce que c'est là un investissement qui ne commence pas à produire est perdu. C'est des déficits que vous accumulez. Vous ajoutez du déficit au déficit. Si, en même temps, et ici, je fais une petite parenthèse pour donner un exemple. Tu as parlé de l'offshoring en disant que c'est bien, etc. Si Al-Irnam a sévi dans l'offshoring, il n'y est plus maintenant, mais il a certainement du recul par rapport à cela depuis. Quel est l'objectif ? L'offshoring. Il y a un objectif très important, c'est comme je l'ai dit, pour bâtir des capacités d'exportation et à haut niveau, et créer des emplois, etc., etc. Si on se met à oublier cet objectif, à multiplier les zones offshore à Tétouan, à Oujda, partout, on a perdu de vue l'objectif. Et l'objectif devient social, devient d'aménagement du territoire, et c'est plus l'objectif. Un offshoring suffit. Parce qu'il n'y a pas besoin, il n'est pas territorial. Quand on crée Kazanil Shol, c'est pour concurrencer l'Inde. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un Oujda, un Tétouan, un truc. C'est autre chose. Donc ça c'est l'incohérence de la politique économique. Grandeur nature. Alors, je ne vais pas continuer longtemps. Je vais dire, il est urgent aujourd'hui, dans la situation difficile d'aujourd'hui, il est urgent de retrouver des marges de manœuvre pour l'action publique. C'est urgent. Parce que si on s'échine à essayer de faire le fine-tuning de la politique budgétaire, de la politique monétaire, on ne va pas aller bien loin. On va disons, gérer à la marge, gérer des choses marginales. Au-delà et par ailleurs,
les marges de manœuvre qui sont recherchées, qui sont bonnes, c'est important. Il a été très important d'augmenter les prix du carburant, c'est important, parce que il faut se rapprocher de la vérité des prix. Il a été bon d'aller chercher une ligne de crédit auprès du Fonds monétaire. C'est une assurance pour desserrer les taux, mais c'est à court terme. Ce qui peut donner réellement des marges de manœuvre conséquentes, c'est la gouvernance économique. C'est la priorité des priorités. Ça veut dire, la gouvernance économique, ça passe par qui décline les stratégies économiques. Et le Conseil économique et social qui commence à faire du travail très intéressant, je crois qu'il est bien placé pour mettre de la cohérence dans tout cela et pour que tout le monde s'aligne autour enfin d'une stratégie globale. Et tout, ça veut dire qu'il y a des tas d'acteurs, chacun joue sa musique. J'ai dit la CDG, l'OCP joue sa partition, etc. Plus des investissements qui tombent du ciel, etc. Alors, le rôle dans la cohérence d'ensemble, mais aussi, là aussi, on n'a pas beaucoup entendu l'arbitrage entre court terme et long terme. C'est un élément très important. Si on a tenu partout à faire en sorte que la Banque centrale soit indépendante du gouvernement, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un acteur qui est un libre électron, mais c'est également pour qu'il ne puisse pas subir l'influence politique qui est souvent une influence de court terme ou de moyen terme. Un gouvernement a un horizon de 4 ans, 5 ans. Et c'est pas lui il peut faire ce que vous voulez, il peut lâcher ce que vous voulez pourvu qu'il puisse être réélu et laisser l'ardoise aux autres. Et enfin, lié au duo, les réformes majeures. Les réformes majeures, pour moi, numéro 1, la caisse de compensation. Parce que sinon, elle va étouffer tout le reste, il n'y aura plus rien à gérer que la caisse de compensation. Et il est urgent de s'y attaquer courageusement. Il y aura un prix à payer, mais il faudra le payer et passer à autre chose. Et 2, à long terme, les régimes de retraite, parce que là aussi, les régimes de retraite, c'est quelque chose, c'est la caisse de compensation à moyen terme et à long terme, mais en multiplié par... bon, je vous passe parce que les déficits, si on mesure le déficit de la caisse de compensation par quelques dizaines de milliards, donc quelques pourcents du budget, on va mesurer les déficits des caisses de retraite par quelques centaines, quelques milliards de dirhams, donc pas quelques pourcentages du PIB, mais quelques PIB. Hein, donc voilà.